Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, chers internautes. On est content ensemble avec nous là, après-midi. Et nous voyons un extrait en interview qui fait dans Radio Métropole, Haïti, les portes de l'enfer, entre guerre spirituelle, histoire et quête de salut, avec un invité que euh, euh, avec un invité que euh, Wendell Théodore gagné là. Nous allons faire entendre et commencement, parce que nous ne pouvons pas pile, parce que nous ne pouvons pas prétendre. Mal d'essai, les propositions ne manquent pas. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, on a essayé la guerre, on a déclaré la guerre aux bandits pour revenir à la paix et rétablir la sécurité dans le pays. D'autres propositions surgissent chaque jour, notamment le dialogue. Aujourd'hui, on parle des drones. On a beaucoup prié, peut-être pas assez. L'ancien ministre de la Communication a dit, Jean Cardi, de son côté, pense qu'on peut passer par la spiritualité. Si on a essayé déjà la prière, peut-être on n'a pas assez prié. Jean Cardi, bonjour et bienvenue. Bonjour, nous saluons tout le monde et c'est un plaisir pour moi de revenir encore une fois à Le Point de Radio Métropole. Vous êtes d'accord avec ce que je viens d'avancer Jean Cardi, qu'on a essayé déjà pas mal de choses. Oui, c'est vrai. Mais on n'a pas compris. Évidemment, vous avez raison. Mais il y a deux aspects à retenir. C'est l'aspect de l'art de la guerre et aussi la question de la spiritualité. Il y a un document qu'il faudrait absolument lire ou relire. Et c'est un document qui a été publié par Chuan Tzu, qui est un Chinois. Ça s'appelle l'art de la guerre. Et dans l'art de la guerre, on ne donne pas à l'ennemi le territoire. C'est une erreur, par exemple, de dire que nous avons perdu 90% du territoire, 100% appartiennent évidemment à l'ennemi. Pas question. Selon l'art de la guerre, et repris aussi par Machiavel dans Le Prince, il faut absolument éviter de tomber dans la communication sublimale. Car la communication sublimale, c'est faire de la propagande pour l'ennemi. Et il faut se battre. Par exemple, quand on est dans une guerre avec un voisin ou un ennemi, on ne peut pas lui donner le territoire. On ne lui donne pas une zone, même pas un quartier. On ne lui fait pas de quartier. On se bat. Et on établit, si vous voulez, des comités ou des commissions de bataille ou de résistance. Il y a des résistants qui empêchent évidemment de tomber dans la communication sublimale. Car l'ennemi attend bien entendu la communication sublimale, qu'on lui dise, vous avez presque la majorité de la capitale, vous avez la majorité d'une ville, pas question. Il faut absolument créer la résistance. Oui, mais ouais, le problème se situe à tel niveau, puisqu'en effet, ils ont effectivement gagné des territoires. Bon, ils n'ont pas gagné. On ne parle pas de territoire perdu, on peut parler de territoire perdu. Et là, on retourne encore dans la question de la philosophie de la guerre, parce que quand le territoire est perdu, il y a une attaque. Bien entendu, vous résistez, vous envoyez des professionnels de guerre pour récupérer, soi-disant, la partie prise par l'ennemi, afin que vous gardiez le territoire. N'oubliez pas que vous avez, chaque pays a un territoire, un État, et également une nation. Ce que nous avons constitué depuis 1804. Alors il faut absolument éviter la propagande sublimale et nous battre au niveau évidemment de l'art de la guerre, mais aussi sur la spiritualité. C'est notre aspect. Et cet aspect-là, c'est avec plaisir que j'en parle aujourd'hui, parce que nous avons un problème. Nous avons un problème qui date évidemment depuis trop longtemps, près de 16 ans, le territoire qui était ouvert. Ça veut dire que le pays a été ouvert à l'ennemi invisible. Par exemple, les portes de l'enfer ont été ouvertes sur Haïti. Ce n'est pas nouveau. Il faut lier l'histoire d'Haïti à la spiritualité. Nous sommes dans une période sainte. Il ne faut pas oublier que la spiritualité, c'est à la fois une spiritualité qui est d'ordre chrétienne ou bien animiste. Or, Haïti est un pays animiste et chrétien. Alors, il faut voir les deux, il faut comprendre les deux. Et l'histoire d'Haïti est liée, bien entendu, à la question spirituelle. N'oubliez pas que ça a commencé lors de la période où nous étions des esclaves. Nous étions des esclaves des Blancs. Et bien entendu, il y avait une révolte. Et depuis la période espagnole,
Christophe Colomb, n'oubliez pas, est arrivé en 1492. Et en 1503, ils sont venus avec les premiers nègres d'Afrique et ils ont installé des gens avec le fils de Christophe Colomb. À partir de ce moment-là, les esclaves se sont révoltés. Et entre 1503 jusqu'à 1740, les Français sont arrivés ici en 1625. Alors, il y a eu beaucoup de soulèvements de Noirs et les Blancs n'arrivaient pas à prendre le pays. Alors, c'est là que tu vas avoir un roi, et le fameux roi que tu connais, Louis XIV. Il a été le roi qui a vécu plus longtemps et qui est resté au pouvoir très longtemps. Et Louis XIV, quand il est arrivé, il a eu une femme qui s'appelle Madame de Maintenon. Alors, ces gens se sont dit, en Haïti, Saint-Domingue, qui est la perle des Antilles, le pays qui rapporte le plus à la France, il faut mettre de l'ordre. Et c'est là qu'ils ont ouvert les portes de l'enfer. Et là, ils ont placé au niveau des portes de l'enfer des zombies, des vampires, qui ont commencé par, bien entendu, kidnapper, tuer, massacrer les esclaves, et pour permettre aux Blancs de pouvoir diriger le pays. Là, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 1749. Pardon, 1739. En 1739, Madame de Maintenon est arrivée. Elle a fait une tournée dans les Caraïbes, Martinique, Guadeloupe, etc., Haïti et Saint-Domingue à l'époque. C'est ce que j'allais dire, parce que d'aucuns pensent qu'Haïti n'était même pas encore né. Oui, mais en fait, on était là depuis avant Christophe Colomb. Le pays s'appelait Haïti, ce qui est à Boyo. Donc Haïti existait déjà au temps des Indiens Arawak. Les Espagnols ont voulu créer une autre patrie, mais en fait, c'est le même pays. Même de la terre dominicaine, et jusqu'à maintenant, il y a Haïti qui est toujours, qui porte le même nom d'Haïti. Alors, on était là, et le nom a été rétabli en 1804. Mais n'oubliez pas qu'à l'époque, les Français sont arrivés, ils ont appelé l'île Saint-Domingue. Ils ont dédié l'île à Saint-Domingue. Alors là, ils ont essayé avec, bien entendu, de l'ordre. L'ordre de Saint-Louis, l'ordre de Saint-Domingue, l'ordre de Saint-Lazare, l'ordre de Saint-Esprit. Ils ont essayé d'ouvrir les portes de l'enfer. Au nom du christianisme, malheureusement. Alors ces gens ont dominé le pays pendant, disons, plus d'une dizaine d'années. Et là, le pays était vraiment sans dessous jusqu'au moment où il y a eu 6 personnes, 6 Haïtiens à l'époque, parce que les Français, jusqu'à la Révolution française, les Français n'acceptaient pas que les esclaves aient une nationalité. D'ailleurs, quand même, Toussaint Louverture, quand il est le gouverneur français, après on a envoyé Leclerc pour le déporter, et là, Napoléon a enlevé la nationalité de Toussaint Louverture en disant qu'il n'était pas français. Donc, il a gardé donc, la nationalité indienne, donc il était haïtien. Alors, évidemment... Non, mais pourquoi vous ne dites pas qu'ils étaient de préférence des Africains ou bien des descendants? Oui, nous étions Afrique. Oui. C'est des Africains dispersés oui. Dans les champs, par exemple. Tu as parfaitement raison, mais il ne faut pas oublier que justement les Français faisaient venir 30 000 Africains comme esclaves ici de la colonie de Saint-Domingue. Alors nous étions en train de créer une nation. Et parce que c'était 30 000 esclaves qui venaient de différents territoires africains et on parlait différentes langues et différents dialectes et parfois on ne se comprenait pas. Et pire encore, les Français nous empêchaient de parler français. Les Français disaient c'est interdit ni aux mulâtres et aux noirs d'apprendre à parler cette langue. Contrairement aux colonies anglaises où les gens apprenaient l'anglais facilement ou l'espagnol facilement, ici en Saint-Domingue c'était interdit. Interdit, il fallait rester dans le français marron. Alors, il y a eu quand même des gens à se battre. Toussaint Louverture a appris à écrire à 43 ans. Et il faut dire qu'il y avait des jeunes qui apprenaient aussi la langue, comme Simon Baptiste, ou encore, si tu veux, je citerai Charlotte Poulard et sa petite sœur. Donc, ces gens-là ont appris à parler couramment avec, bien entendu, Jean-François Papillon, qui connaissait bien cette langue. Alors là, évidemment, ces gens nous interdisaient d'apprendre la langue et ont créé donc une sorte de dichotomie au niveau des esclaves et il nous fallait créer une nation. C'est un véritable tour de Babel. Oui, il fallait créer une nation. Ce que Toussaint Louverture va essayer de faire, ainsi que Jean-Jacques Dessalines. Alors, quand il y a eu ces problèmes, il y a 6 Haïtiens, 6 hommes d'origine africaine et 6 femmes, 3 femmes et 3 hommes, 6 personnes qui ont décidé certainement de fermer les portes de l'enfer. Les portes de l'enfer ouvertes par à la fois Louis XIV, son fils Louis XV et aussi avec Louis XVI. Alors là, on va fermer. Et ces 3 personnes qui vont certainement se battre pour fermer, et je dirais d'abord, il y avait Philomise Racine Sambout, Typhon Toussaint Louverture, et il y avait aussi Cécile Fatima, femme
Pirot, qui va devenir président, quelques temps plus tard, et il y avait aussi Charlotte Poulard. Alors les trois femmes ont décidé de rencontrer trois hommes, et ces trois hommes, c'était par exemple Mayombe Makaya Dekai, et il y avait aussi Chongi qui était là, et Boukman. Alors ces individus vont d'abord faire une réunion. La première réunion, on n'en parle pas assez dans l'histoire d'Haïti, et là, par exemple, la réunion a eu lieu le 16 mai 1789 à Léogane, parce qu'on était encore dans une colonie, et la France venait de créer une sorte de révolution française, et on a réuni donc les gens à Léogane, c'était les commandeurs, pour faire une réunion, et on a prévu aussi, avant de faire une grosse réunion au Cap avec Cécile Bayombe du Congo, et également Boukman Djouti de Mauritanie, on a décidé de se rencontrer le 3 août 1791, encore à Léogane. Là, il y a eu téléportation, il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés. Ils voulaient fermer les portes de l'enfer qui avaient été ouvertes et qui avaient créé aussi un tremblement de terre. N'oubliez pas, en 1740, il y a eu un tremblement de terre en Haïti et la plupart des plantations avaient été détruites avec les nègres, avec les esclaves. Alors, il fallait fermer parce qu'il y a eu tellement de problèmes avec notamment Rivière. Il y a eu Rivière la prophétesse qui était à Jacmel, il y a eu Kebinka qui était aussi à un certain moment dans le nord-est, etc. Donc il fallait fermer parce qu'il y avait trop de pertes au niveau des esclaves. Alors évidemment, ces gens se sont réunis et après ils ont pris la réunion du 14 août, évidemment le jour de Notre-Dame, du Perpétuel Secours, la réunion de Bois-Caïman. Et cette fois-ci, les 6 se sont réunis avec la cérémonie du Bois-Caïman qui était précédée par la cérémonie du 3 août 1791 dans le sud. Alors le sud s'est réuni au nord, sauf une seule société secrète, il y avait 225 sociétés secrètes. Il y en a eu une qui n'est pas venue, c'est la Société des Convrés. Les groupes des Convrés se trouvaient surtout dans la région du sud et dominés par les Français, par ceux qui avaient fermé, qui avaient ouvert les portes de l'enfer sur Haïti. Et il y avait par exemple le fameux, je peux citer le nom français, le fameux comte de Darbouze, d'ailleurs qui a eu un petit-fils qui est devenu Premier ministre tout récemment en Haïti, qui est le petit-fils de ce comte de Darbouze, qui avait participé à l'ouverture des portes de l'enfer. Et il y avait aussi le fameux gouverneur français, Hubert de Brienne de Conflans. Ces gens étaient là et il fallait les repousser, empêcher évidemment que les portes de l'enfer restent ouvertes. On les a fermées. Et lors de la réunion du 14 août, on a fermé les portes de l'enfer et là, on a pris la décision de partir vers l'indépendance. Et là, tu vas avoir l'indépendance. Ça veut dire que tu vas avoir, d'une part, la guerre de l'indépendance et la défaite des Français et l'indépendance proclamée. D'abord, avant l'indépendance, il y avait donc la décision de Philomise, c'était de mettre son homme gouverneur. Et Toussaint Louverture est devenu gouverneur de la colonie Saint-Domingue. Napoléon a envoyé des gens pour l'arrêter. Alors, évidemment, il a perdu parce qu'au moment il s'est détourné de Philomise et de Petite Rivière de l'Artibonite et des monts des Chaos dans les hauteurs de l'Artibonite. Et là, Toussaint a été ramené. Et il avait un problème de cigare aussi. Il ne voulait plus parce qu'il était devenu chrétien, très chrétien. Et il était manipulé par Grégoire. Par le fameux cardinal, l'évêque Grégoire, et il avait rejeté toute cette histoire, et c'est là qu'il a décidé avec sa femme de fermer les portes d'Edry, et là, quoique les portes de l'enfer avaient été fermées, donc nous avons eu des problèmes, on a emporté tout ça, il a été tué, bien entendu, à Fort-de-Joux, et massacré, alors qu'à Fort-de-Joux, les gens pouvaient partir, et s'il avait respecté la question de la fermeture des portes de l'enfer, on n'aurait pas perdu Toussaint. Parce que justement Mirabeau, qui était français, a pu utiliser une partie, bien entendu, des secrets des Haïtiens pour se sauver de Fort-de-Joux. Or, Toussaint est resté, il a été tué par les gens de Napoléon, par Caffarelli, qui était aux ordres de Napoléon Bonaparte. Alors, il faut comprendre que quand on a eu l'indépendance en 1804, on a créé maintenant une patrie, la patrie haïtienne. On avait un territoire. Ça veut dire qu'on avait donc la possibilité de pouvoir même libérer les autres pays de l'Amérique latine et les pays d'abord qui appartenaient aux Français, Martinique, Guadeloupe, et le message a été envoyé à Louis Delbès de fermer les portes de l'enfer, ouvertes par les rois Louis XIV, Louis XV, Louis XVII. Il n'a pas voulu, il n'y croyait pas. Alors évidemment, il a perdu la guerre et c'est bien entendu la France de riche pense
qui va avoir raison sur lui. Alors, les portes ont été fermées, on est devenu indépendant, et le pays a fonctionné normalement. Jusqu'à l'arrivée de Pétion, et Pétion a voulu donner le pouvoir à Christophe, et Christophe n'a pas voulu, il a voulu plutôt aller au Cap. Tu connais ce que c'est ça? Il a préféré aller au Cap. Alors, à un moment, Christophe a dit, pas question, m'a prêté sur Port-au-Prince, m'a marché près haut. Alors, en 1812, il fait la première attaque sur Port-au-Prince, et là, le président Pétion a failli mourir. Et Alexandre a failli mourir. L'Ebsou pas mourir, monsieur, Coutinien, sauvez-moi, Coutinien. Et Coutinien, on a après chaque fois, monsieur, met dans un bel courrier, et Christophe prend monsieur, le tuer, monsieur. Et c'est ainsi que Alexandre Pétion, le président, va se retrouver à Bizeton, chez sa femme, sa femme, il va être marié avec elle, mais ils vivent ensemble. Et c'est là que Joute Lachenay a dit, yo ben que tuer Marie en bas Chipon. Yo t'a tué nèg là dans Chipon barré encore. Et c'est là qu'elle va ouvrir à nouveau, en 1812, les portes de l'enfer. On a ouvert pour que son mari reste au pouvoir et sur le nord. Alors là, automatiquement, les portes de l'enfer, quoi, les démons, des diables. Et elle a travaillé d'abord au plus ancien, à l'ancien cimetière de Port-au-Prince, qui était là, monté par les Français. C'était le cimetière de Douillard, tout près de l'aéroport de Port-au-Prince. Alors c'est au cimetière de Douillard qu'elle a fait le travail, et sur les champs du Nord, en bloquant la route du Nord. Alors, ça adaptant à Jean Gardi. Elle a été aussi à Descaillettes, du côté de Martissan, elle a été aussi du côté de Mariani, et elle a fait tout un pèlerinage pour ouvrir encore des démons sur le Nord, et le roi Christophe va tomber malade. Il est tombé sur ce cheval, il est mort après la citadelle, et puis quelques temps après, il va se suicider. Les portes de l'enfer restent ouvertes, et évidemment, pour le nouveau président. Même si c'est une thèse, le suicide de Christophe reste une thèse, une version des faits. Oui, c'est une version des faits. Là, le suicide écrit, évidemment, par les frères de l'instruction chrétienne. Mais alors, il y a aussi la petite histoire. La petite histoire rapportée par beaucoup de gens, y compris André. Et là, je viens de citer l'historien André, qui n'est pas très connu comme Céline Ardouin ou Thomas Mathieu. Les documents ont été retrouvés évidemment au Cap-Haïtien, parlant évidemment de ce qui avait été fait par la période par Boyer et sa femme. Alors évidemment, il faut dire qu'elle va fermer les portes, et Boyer va rester au pouvoir et conquérir la Dominicanie. Le pays Pétion ou Boyer? Pétion meurt en 1818 et Boyer devient président. Conquérir la Dominicanie. La Dominicanie de sa femme. Was it the Dominicani? He était Haïti. Il a conquérir un pays qui déjà c'est automitant République d'Haïti. Ça c'est encore la petite histoire. Et la dame n'a pas voulu se marier après, comme avec Pétion. Donc elle est restée avec lui. Elle avait déjà 2 enfants, Erzulie Coquière, qui était là. Et la fille et aussi Clélie. Alors, il faut dire que Clélie est enterrée là dans le temps de Port-au-Prince. Dans l'hôtel de la patrie, Clélie pas le fourré en bâton, il a quitté dans le cercueil debout, en dedans, on arrive dans l'hôtel de la patrie. Ou après qu'on tombe en marbre, c'est Clélie qui la donne. La fille de Pétion et de Joute Lachenay, et également avec un petit mot de Boyer en parlant de la femme, de sa femme, qui n'était pas mariée non plus, Joute, et également de... Les CRS sont encore là? Absolument. En 1915, quand les Américains sont arrivés, tu sais, ils ont ouvert la tombe. Et là, ils ont trouvé une crucifix, ils ont trouvé une Bible déchirée, et ils ont vu le corps de Clélie vraiment embaumé comme un pharaon. Il est là. Et à côté maintenant, tu as le président de la République, Alexandre Pétion, et également Jacques Dessalines, le fondateur de la patrie. Ils sont tous là. Et c'est pour ça d'ailleurs que tous les présidents de la République ont voulu, chaque fois qu'ils prennent le pouvoir, il y a le prêté serment là, ils font un discours là devant le ministre. Alors on a abandonné cette histoire depuis 1982, quand Madame... c'est ça, jusqu'à quelle heure? 82. Parce que là, Michel Bennett avait monté l'INACA, et il a créé le Panthéon le Panthéon du musée, et c'est là que toutes les cérémonies ont eu lieu. On a abandonné, évidemment, l'hôtel de la patrie qui est toujours là. Et lors du tremblement de terre, la ville est tombée par terre, sauf la partie où se trouvent Dessalines et Pétion. C'est une autre histoire, on en parlera une fois. Alors, il faut dire que, justement, il y avait la paix jusqu'à 1841. En 1841, il faut dire que le commandant dominicain du Sud, qui s'appelait Pablo Duarte,
et il s'est levé contre Juan Pablo Bouhel, le président de la République d'Haïti. Les Dominicains criaient « Viva Bouhel! Viva Bouhel! Vive Boyer !» Ils étaient contents d'avoir une présidence haïtienne jusqu'à 1841. Ils se sont soulevés contre Bouhel et là, ils ont commencé à se manifester, à faire des mouvements de guerre contre les troupes haïtiennes. Alors là, c'est là que maintenant les choses vont changer. Là encore, la femme de Pétion, la femme de Boyer, Joute Lachenay, va ouvrir encore les portes sur la Dominicanie. Alors les Dominicains qui avaient monté la Trinitaria savaient que ceci allait se faire, ils se sont protégés avec un bouclier, le bouclier de Higüey. Et là, ils ont appelé la Altagracia de Higüey. Et ils ont renvoyé les choses sur le nord pour protéger leur pays. Et par rapport aux troupes, par rapport aux portes de l'enfer ouvertes sur eux, pour éviter que les gangs armés devaient les attaquer, que la police et l'armée haïtienne ne les envahissent à nouveau. Et la Trinitaria avec des milliards et Juan Pablo Duarte, ces gens-là sont mis ensemble et ils ont renvoyé sur le nord. Et c'est là que tu vas avoir le 7 mai 1842, le fameux tremblement de terre. Et la capitale, disons, ancienne capitale de la colonie, le Cap Haïtien, qui était la deuxième ville du pays, est tombé par terre. Il y a eu des milliers de morts et tout le pays a été secoué. Là, on sort en 1842. Et n'oublie pas que le ah ouais, Mbaba nous tous, c'est ma parole un peu, ma nous reste après. À nous font avancer sous Pâques là. Nous connaissons nos boys ici, c'est les Pâques là, les Easter en anglais, mais c'est pas vraiment Pâques là lié, c'est son bagage masqué, sont fait comme les gars dit, sont fait païen que lié. Et qu'on y a vu entrer li mal passer en anglais pour nous capable comprendre ça qui passé là on monde qui vivre dans pays États-Unis pour nous capable comprendre exactement ça qui passé là et monde qui a fêté là les Ostara c'est OSTARA qu'on y a Easter a sorti et ils ont mélangé avec Pâques là qui en anglais qui est les Passover et qui est les Passover et ils ont vu mettre les et ensemble pour être capable ils ont mélangé même j'ai mélangé Christmas ou bien Noël avec Papa Noël et Santa Claus en anglais, nous comprenons, ils ont mélangé tout bagage qui est dans la Bible, ils ont mélangé avec un bagage païen, qui vient faire paraître populaire et puis pour faire l'argent. On entend des vidéos, on regarde des vidéos ça. Hey everyone. Today I want to dive into a topic that's both fascinating and important for religious groups around the world. We're talking about Passover and Easter, two holidays that on the surface seem to have some similarities, but their origins tell very different stories. Let's start with Passover. The word Passover comes from the Hebrew verb pisa or pisak, which means to pass over. This term was coined in 1530 by Tyndale to translate the Hebrew hapisa, referring to the Lord passing over the house of the Israelites in Egypt during the plague of the firstborn. You can find this in Exodus, December 12, 14. Quote, "On that same night I will pass through Egypt and strike down every firstborn of both people and animals, and I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. The blood will be a sign for you on the house where you are, and when I pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. This is a day you are to commemorate. For the generations to come, you shall celebrate it as a festival to the Lord, a lasting ordinance." So, Passover is deeply rooted in the story of Exodus, where Moses led the Israelites out of slavery in Egypt. It's a reminder of God's protection and deliverance. Now let's switch gears to Easter. The name Easter is believed to have originated from the Anglo-Saxon goddess Eostre, also known as Ostara,
who was associated with springtime and fertility. Bede, a prominent monk, is the primary source for this theory, though the precise details are limited. Eostre was celebrated at the beginning of spring by the Anglo-Saxons. The name Easter was likely adopted for the Christian festival of the resurrection of Jesus, which also occurs in spring, creating a blend of pagan and Christian traditions. But here's the real question. Brothers and sisters, should we be celebrating pagan holidays, or should we be abiding by the words of God? It's easy to get lost in the sauce of pleasing people or being afraid of hurting feelings, but ask yourself, are you in the business for God or for people? As humans, we have a tendency to follow what's popular to do